Je voudrais tout d'abord inviter Olivier Cadic de se joindre à moi à la tribune. Puis, on le sait très bien, moi personnellement, j'ai pratiqué l'hydrodiplomatie dans le cadre des négociations sur l'Oronte et sur le Jourdain, mais nous avons avec nous un grand diplomate qui a pratiqué la diplomatie environnementale, la diplomatie politique, tout genre de diplomatie, surtout au Moyen-Orient. Monsieur Moratinos, vous avez sillonné tous les pays du Moyen-Orient afin de lancer un momentum pour consolider la paix entre les pays riverains dans le Jourdain et pour que ces pays-là oublient le contentieux arabo-israélien qui n'est autre que l'occupation des territoires et présenter une vision futuriste pour les nouvelles générations. Je souhaiterais vous inviter à la tribune avec Monsieur le député Jean Launay aussi pour faire la conclusion de ce colloque qui a été initié par Olivier Cadic. C'est la deuxième édition et bientôt on aura une troisième et une quatrième édition, toujours avec le concours d'Olivier et aussi l'appui des sénateurs, Madame la sénatrice et de messieurs les sénateurs qui nous ont rejoints aujourd'hui à ce colloque. Je remercie. D'accord. Non, mais on ne va pas se faire de telles amabilités, mais bienvenue Jean, et je suis heureux, après Marrakech, de te retrouver ici pour venir conclure au Sénat. C'est là où finissent tous les bons députés, je crois. Voilà. Allez, à toi. Merci Olivier. C'est vrai que dans les couloirs de l'Assemblée, cette vanne circule que quand tout député, il y a un sénateur qui sommeille. Mais voilà, ça ne sera pas le cas pour moi puisque je termine mon mandat de député et je ne serai pas candidat aux élections sénatoriales de septembre. Merci en tout cas de m'avoir associé en tant que président du partenariat français pour l'eau, que je voudrais vous présenter rapidement. Une association lancée un peu il y a une dizaine d'années à l'initiative du gouvernement français au moment du Forum mondial de l'eau de Mexico, qui a cette particularité de regrouper tous les acteurs de la politique de l'eau, avec 6 collèges, l'État, les collectivités territoriales, les entreprises, les ONG, les associations à caractère scientifique, les personnes physiques françaises ou étrangères. Et nous pratiquons, au-delà de la promotion du modèle français d'organisation de gestion de l'eau par bassin versant et gestion décentralisée par bassin versant et gestion intégrée, nous pratiquons justement cette recherche de consensus, malgré la diversité des intervenants, pour porter aussi la parole de la France à l'international dans les COP, suivi des COP, Forum mondial de l'eau, et puis essayer d'initier aussi une nouvelle dynamique sur la gouvernance mondiale de l'eau. L'ambition est peut-être forte, haute, mais je crois que les enjeux qui viennent d'être décrits à l'instant par M. Launay sur l'éthique montrent bien qu'on ne peut pas se désintéresser de ce sujet et que la façon dont on traite généralement la gouvernance influe souvent beaucoup sur les conditions d'un bon dialogue. Voilà, je voulais donc vous dire merci, et j'ai souhaité intervenir avant son Excellence M. Moratinos, qui a plus de légitimité que moi au regard du sujet traité pour conclure cette journée, dont j'ai compris que si elle était la deuxième, elle n'était pas la dernière. Donc j'interviens non seulement en tant que président du PFE, mais aussi récemment de l'Euro-RIOB, puisque la réunion de Lourdes du mois d'octobre dernier m'a donné le flambeau du réseau international des organismes de bassin pour une année, en attendant Dublin la prochaine fois. Et donc nous sommes quelque part collègues dans cette grande organisation du réseau des organismes de bassin.
Donc je considère que vous me faites un honneur pour conclure ce colloque sur l'hydrodiplomatie et le changement climatique pour la paix au Moyen-Orient, parce que les enjeux liés à l'eau et au changement climatique sont majeurs, comme l'ont révélé les interventions d'aujourd'hui, comme cela a été aussi rappelé par de nombreux acteurs présents lors de la COP22 qui vient de s'achever à Marrakech. Donc c'est en même temps un honneur doublement redoutable, parce que beaucoup des intervenants qui ont pris la parole cet après-midi sur le sujet connaissent bien mieux que moi la situation géopolitique du bassin du Jourdain, et depuis longtemps. Et deuxièmement, parce que rapporter des recommandations sans avoir été présent relève du miracle. Mais pour les croyants, nous sommes sur un territoire de miracle. Alors, pour moi, le miracle, c'est d'avoir eu un directeur du partenariat français pour l'eau, Philippe Guettier, qui a été présent et que je remercie de sa prise de notes. Et je vous dois les excuses et les motifs de mon arrivée tardive. C'est à la fois la déclaration de politique générale du Premier ministre à l'Assemblée nationale, mais aussi une réunion hebdomadaire de questure, puisque j'ai depuis 2 mois cette charge nouvelle et supplémentaire. Le colloque d'aujourd'hui, centré sur l'eau et le changement climatique, mais comme il a été rappelé, la situation de l'eau au Proche-Orient et particulièrement dans le bassin du Jourdain, elle est tendue et depuis longtemps. Et cela même déjà en dehors de la prise de conscience qui s'accélère du changement climatique. Donc le changement climatique, il vient exacerber encore plus cette tension dans une région qui fait déjà partie naturellement des régions les plus touchées au monde par le réchauffement global. L'eau est au cœur du changement climatique. Au plan mondial, 93% des volets adaptation des contributions nationales des pays soumis à la COP21 abordent l'eau. C'est une étude conjointe que nous avons menée, Partenariat français pour l'eau, avec la coalition eau, une étude qui a été actualisée dernièrement en juin 2016, qui le démontre. Les pays appartenant au bassin du Jourdain, et plus généralement ceux du Proche-Orient, ont bien sûr fait de même, ayant bien compris la nécessité impérieuse de s'y adapter, de renforcer leur coopération dans ce domaine stratégique. Le changement climatique participe à la modification dans le temps et dans l'espace de la répartition des ressources en eau et entraîne des impacts économiques, sociaux, environnementaux partout dans le monde et spécialement dans la zone qui nous préoccupe cet après-midi. Et dans ce contexte, il me semble indispensable que les enjeux de l'eau soient pris en compte à tous les niveaux, de l'échelle internationale à l'échelle locale, particulièrement, et c'est le cas ici, dans ces bassins qui ont la caractéristique d'être transfrontaliers. Et je voudrais à ce sujet vous indiquer les conclusions, les recommandations qui sont sorties du récent sommet sur l'eau tenu à Budapest. Premièrement, la nécessité de renforcer la gouvernance, je l'évoquais au début de mon propos, pour une meilleure gestion transfrontalière des bassins versants, pour favoriser une gestion basée sur la recherche de consensus et de bénéfices mutuels. Deuxièmement, baser la coopération pour la gestion des bassins transfrontaliers sur des solutions gagnantes-gagnantes pour contribuer au développement durable, à une gestion saine des ressources transfrontalières qui permettent d'assurer paix et stabilité. Et troisièmement, mettre l'accent sur les liens entre les investissements pour l'adaptation et la résilience et la stabilité dans ces bassins transfrontaliers. Donc, rien d'original qui ne frappera tous ceux qui sont ici pour participer à ce colloque, mais qui sont évidemment convaincus d'avance de ces conclusions-là. Mais le fait qu'elles aient été dites, prononcées dans une enceinte particulière relative à la politique de l'eau, lui donne, je crois, au moins la valeur d'une prise de conscience qui pénétrera un peu plus au-delà des cercles d'initiés, mais pour des causes louables que nous sommes ici. Donc les efforts à mettre en place par les États pour s'adapter, mais pour atteindre les objectifs de développement durable, doivent être soutenus par la communauté internationale et ses grands bailleurs de fonds. Il va de soi aussi que les pays de cette région doivent renforcer leur coopération pour obtenir ce soutien dans les meilleures conditions. Alors, avec la complicité de Philippe Guettier, j'ai quand même 4 ou 5
points forts qui me semblent être ressortis du débat. Malgré l'échec de la mise en place d'une stratégie eau dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée, dont on a évoqué en 2008-2009, je crois qu'il faut quand même faire preuve d'optimisme. Il y a des avancées et en tout cas, nous considérons que l'eau peut être un facteur de paix et de stabilité. C'est indéniable, mais il vaut mieux le dire et l'affirmer, le revendiquer pour que l'inverse ne soit pas le cas dominant. On sait que ça peut être source d'instabilité et arme de guerre. Nous préférons l'utilisation inverse. Deuxième sujet, c'est que une des clés des difficultés, c'est cette gouvernance partagée que j'ai déjà évoquée 2 fois, mais jamais 2 sans 3. Dans le temps long, il nous semble que la solution est d'abord humaine, basée sur un dialogue multi-acteurs, local et politique. C'est que dans un deuxième temps qu'elle deviendra technologique et financière. Cela nécessite persévérance, abnégation, et la communauté internationale, dès lors qu'on a accéléré sa prise de conscience, peut devenir facilitatrice. Quatrième point, c'est une nouvelle fois ce changement climatique. Il va constituer un levier pour aller vers une gouvernance partagée, mais nous devons avoir à l'esprit que les impacts du changement climatique vont d'abord affecter les populations des pays les plus pauvres. Je veux conclure parce que le Sénégal a été aussi évoqué cet après-midi, pour dire que le partenariat français pour l'eau est en lien depuis longtemps avec les autorités du Sénégal. Et ce lien fort que nous avons avec les autorités du Sénégal, nous l'utiliserons pour préparer le 9e Forum mondial de l'eau qui devrait se dérouler à Dakar en mars 2021. C'est loin, mais c'est près en même temps. Et je m'engage donc, au vu du rôle potentiel de ce pays comme président du Conseil de sécurité des Nations Unies et membre du panel de haut niveau eau, paix et sécurité, justement à lui faire part de la situation particulière du Proche-Orient et du bassin du Jourdain en particulier. Ça activera, je l'espère, la prise de conscience que nous souhaitons tous sur cette zone géographique. Merci. Merci, Monsieur le Président, pour cette conclusion qui est en fait une feuille de route avec les points que vous avez cités, une prise de conscience, surtout dans une région, comme vous l'avez bien dit, la région des miracles, en espérant qu'en se basant sur les textes législatifs onusiens, la Convention 97 et ceux de l'UNES de 92, on pourrait convaincre les pays non signataires de ces conventions de l'adopter, de signer cette convention afin de pratiquer un partage équitable et une utilisation raisonnable au niveau des bassins, car l'eau, selon toutes les religions monothéistes, et je salue la présence de Monseigneur Gemayel, qui est avec nous pour la conclusion de ce colloque, évêque de la communauté maronite de Paris. Cette eau doit lier tous les peuples de la région, que ce soit donc les Arabes, les Israéliens, les Palestiniens, tout le monde autour d'un thème, préserver une eau, la sécuriser pour les générations futures. C'est la raison pour laquelle le Liban a voulu donc dans l'introduction appuyer le projet du Red Dead, appuyer la dynamique du dessalement ainsi que le projet du barrage de Blessaki sur le Jourdain amont.